qui est chercheur. Et madame, vous n'avez pas de... Oui, je vous en prie. Bon, très bien. Enchanté, madame. Parfait. Donc, fondée en 67 dans le cadre du plan Calcul, l'INRIA est aujourd'hui, après avoir changé de dénomination, l'opérateur public de référence en matière de recherche en sciences et technologies du numérique. Pensé comme point de rencontre entre le monde académique et l'industrie, il a vocation à soutenir la recherche fondamentale et appliquée, à laquelle nous souhaitons donner la parole dans le cadre de notre mission d'information. De fait, l'INRIA est d'ores et déjà a déjà engagé de nombreuses initiatives en matière d'intelligence artificielle, création d'un laboratoire dédié, Labor AI, programme de recherche copiloté avec le CEA et le CNRS, participation à l'Institut national pour l'évaluation et la sécurité de l'IA, et bien d'autres sur lesquels vous allez avoir, mesdames, messieurs, l'occasion de vous exprimer dans quelques instants. Donc, la règle de fonctionnement de notre audition est simple. Vous avez 10 minutes, un peu plus, de propos liminaires. Et ensuite, madame la rapporteure vous posera les innombrables questions qu'elle a préparées à votre intention. Je vous en prie. Alors, vous appuyez sur le bouton, voilà. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée, messieurs. Merci de votre invitation. D'abord, je ferai un propos liminaire beaucoup plus court pour laisser davantage de temps à mes collègues. Donc Pierre-Yves Oudéier, qui est directeur de recherche et spécialiste justement des sujets d'IA et d'éducation, et plus largement d'éducation d'ailleurs, de numérique au service de l'éducation. Et Juliette Sénéchal, qui est l'adjointe du directeur général délégué à la science d'INRIA, qui s'occupe des sciences humaines et sociales, qu'on essaie de davantage faire travailler avec nos numériciens et numériciennes, parce que le numérique est dans tout, et même s'il y avait d'ores et déjà, y compris dans l'équipe de Pierre-Yves Oudéier, des non-numériciens et numériciennes, des non-mathématiciens ou informaticiennes, voilà, on a décidé de faire monter en puissance ces collaborations entre sciences humaines et sociales et sciences du numérique. Monsieur le Président, vous en avez dit quelques mots, et INRIA, c'est aujourd'hui environ 4000 personnes que nous salarions directement et 5000 dans nos 230 équipes projets qui sont réparties sur une dizaine de sites en France. Nous embrassons toutes les sciences du numérique, alors naturellement l'intelligence artificielle, mais aussi la cybersécurité, l'informatique quantique, le calcul haute performance, enfin voilà. Et donc dans nos équipes, y compris les équipes qui ont décidé justement de croiser leurs compétences et leurs recherches avec les sciences humaines et sociales. Il y a eu des initiatives comme par exemple le Laboria qui s'intéresse à l'impact de l'IA sur le travail, mais il y a aussi des équipes dont celle de Pierre-Yves Oudéier, qui travaille depuis longtemps sur le numérique et l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Et dans toutes nos équipes qui font de l'IA directement ou en proximité, parce qu'il y a de nombreux domaines scientifiques qui peuvent contribuer à transformer l'éducation et la culture. Je pense aux équipes qui font de la réalité virtuelle ou de la simulation, de la visualisation. Voilà, qu'on ne range pas forcément dans l'IA. Il y a beaucoup de compétences qui peuvent éclairer les travaux de votre mission d'information. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité non seulement que Pierre-Yves Oudéier participe et réponde à vos questionnements, mais également que Juliette Sénéchal, dont la discipline est le droit, que Juliette Sénéchal, qui connaît bien le règlement pour l'intelligence artificielle, soit aussi présente pour éventuellement répondre aux questions que vous posez. Voilà.
notre engagement en tant qu'établissement public, c'est de mettre l'excellence scientifique et les capacités d'innovation de nos équipes et de nos partenaires au service de la souveraineté numérique. Et sur les sujets que vous traitez, c'est un sujet absolument central. Merci, madame. Il se trouve, par le plus grand des hasards, que hier soir, sur France Culture, il y avait une émission où votre président était interviewé en détail. J'étais sur la route de Paris et j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai mesuré à ce moment-là la puissance de votre institution et évidemment son caractère stratégique pour notre pays et pour sa souveraineté. Donc, je suis très heureux, ça s'est bien trouvé, que nous puissions vous recevoir aujourd'hui. Monsieur, on enchaîne directement sur les questions ou, comme M. Oudéhy, avez-vous un propos liminaire? Alors, juste, vous nous aviez adressé un questionnaire qui est toujours indicatif. Oui, comme tu le souhaites, Pierre-Yves, soit tu... Alors, moi, j'ai préparé un propos qui répond à un certain nombre des questions, mais je... Pardon. Excusez-moi. Oui, donc j'ai préparé un propos qui répond à, je dirais, la plupart des questions qui ont trait à l'éducation, mais qui est structuré de manière un petit peu différente des questions. Donc Ok, très bien. Allez-y, développez, je vous en prie. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et bonjour. En deux phrases, de quelle perspective je parle? J'ai dirigé ces 2 dernières décennies des équipes à l'interface entre l'intelligence artificielle et les sciences cognitives, qui essaie de comprendre la curiosité, ses mécanismes chez l'humain, son rôle dans les apprentissages, et qui l'ont fait dans 3 directions. Une première direction a été de développer des modèles et des théories pour comprendre mieux la curiosité chez les humains, en utilisant en partie des outils d'intelligence artificielle, d'essayer de transposer un certain nombre de ces principes dans des machines, pour faire des machines plus flexibles, plus autonomes que celles qui existent aujourd'hui, et enfin de les appliquer à 2 grands domaines. Le premier, c'est l'aide à la découverte scientifique, aider par exemple des physiciens, des chimistes, des biologistes à explorer des nouveaux domaines grâce à des algorithmes de curiosité. Et puis l'éducation, essayer de mettre à profit les compréhensions nouvelles que nous avons sur la curiosité pour développer des interventions pédagogiques qui, un certain nombre d'entre elles, utilisent des technologies éducatives pour soit, par exemple, favoriser l'apprentissage des mathématiques ou des langues par la curiosité, ou soit directement pour muscler la curiosité. Et ça nous a amené à collaborer avec un certain nombre d'entreprises françaises du monde des technologies éducatives, en particulier, par exemple, Evidence B, avec laquelle je collabore et pour laquelle je fais du conseil scientifique. Et cette collaboration a, par exemple, amené au développement du logiciel MIA Seconde, qui est déployé aujourd'hui dans l'ensemble des classes de seconde en France, en interaction avec le ministère de l'Éducation. C'est aussi une activité qui nous amène à collaborer avec des structures comme PIX, qui, vous savez, jouent un rôle très important pour l'acculturation des plus jeunes, mais bien au-delà aussi, au monde du numérique. Et en ce moment même, je les accompagne pour construire la formation PIXIA qui sera officiellement déployée dans les jours qui viennent à destination de l'ensemble des 4e et des secondes, mais aussi des CAP en France. Alors, je vais faire quelques points pour résumer ce qui, de mon point de vue, sont des défis et des opportunités au sujet de l'IA et de l'éducation. Premier constat, on a aujourd'hui une vague d'usage massif chez les jeunes, qui commence à peu près à partir des classes de 4e, 3e. La plupart des enfants commencent à utiliser les logiciels d'IA générative le plus souvent comme des raccourcis pour faire leurs devoirs dans un contexte scolaire, mais très vite généralisent ces usages chaque fois qu'ils vont chercher une information, une connaissance sur n'importe quel sujet. Ça peut être un sujet quotidien de quelles sont les prochaines baskets qu'ils vont vouloir acheter, mais ça peut être aussi tout simplement pour comprendre l'actualité. Beaucoup d'entre eux ne passent plus du tout par la presse, voire même les influenceurs. Ils utilisent directement des logiciels d'IA générative. Et ça, c'est important parce que la manière peut-être la plus importante de voir l'IA générative, c'est comme une technologie de transmission culturelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des systèmes qui sont entraînés sur des corpus de textes et d'images qui encodent les valeurs, des préférences, des croyances, des stéréotypes, qui représentent la culture des humains qui ont écrit ces textes ou fabriqué ces images. Et tous ces éléments culturels vont être reflétés dans les discussions
que vont avoir les gens avec. Donc ça veut dire que, par exemple, un enfant qui interroge un de ces logiciels pour comprendre ce qui se passe à Gaza, pour comprendre, par exemple, les événements de la place Tiananmen, pour comprendre ce qui se passe au Groenland, eh bien, il ne va pas avoir les mêmes réponses en fonction de s'il pose la question, par exemple, à Grok, à Mistral ou à des logiciels d'IA générative chinoise. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des logiciels qui vont avoir une influence culturelle majeure, en particulier sur les futurs citoyens. Et même si on en a conscience et qu'on veut volontairement décider d'éviter cette influence culturelle, on ne peut pas y échapper. Parce que sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a beaucoup de personnages, de personnes qui sont simulées grâce à ces logiciels et qui sont déployés par des institutions qui veulent faire de l'influence, par exemple. Sur Internet, beaucoup de textes ont été générés par ces systèmes. Donc, très difficile d'y échapper. Donc, déjà, recommandation, ça veut dire qu'il est extrêmement important d'éduquer tout le monde, mais les jeunes en particulier, à l'intelligence artificielle, pas simplement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue culturel. C'était l'un des enjeux qui, d'ailleurs, avec mon collègue Didier Roy, nous ont amené à écrire le livre « C'est pas moi, c'est l'IA ». La deuxième chose, c'est aussi très important de s'assurer que les jeunes vont pouvoir avoir accès quotidiennement, à la fois dans le contexte scolaire, mais au-delà, à des modèles d'IA générative qui sont à la fois à l'état de l'art et qui sont alignés avec les valeurs que nous voulons défendre en Europe. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Deuxième point, ça c'était un défi, une opportunité extraordinaire. L'IA est en train aujourd'hui de bouleverser la manière dont on fait des sciences, dont on fait des découvertes, dont on fait avancer les connaissances. Vous aurez vu que l'année dernière, 2 prix Nobel ont été décernés à des équipes d'IA en chimie et en physique. Celui de chimie a été décerné pour le logiciel AlphaFold, qui permet de résoudre un problème fondamental qui est celui de la prédiction de la structure des protéines à partir de leur séquence d'acides aminés, qui est à la fois fondamental du point de vue de la compréhension du vivant, mais aussi extrêmement important d'un point de vue applicatif pour mettre au point, par exemple, des nouvelles molécules dans le domaine de la médecine. C'était un problème qui était resté ouvert et extrêmement difficile depuis des dizaines d'années. Et ce n'est qu'un exemple parmi plein d'autres qui ouvrent des perspectives incroyables. Dans les mathématiques aujourd'hui, vous avez, par exemple, certains des plus grands mathématiciens du monde, comme Terence Tao, qui explorent aujourd'hui l'utilisation de ces systèmes pour faire avancer la frontière des mathématiques. Un défi qui se pose, c'est donc, les sciences aujourd'hui se déroulent comme ça, comment adapter dans le contexte scolaire l'enseignement des sciences à ce nouveau contexte. Peut-être qu'au XXIe siècle, on peut se dire que enseigner les sciences sans parler d'IA, c'est un petit peu comme au XXe siècle, enseigner les sciences sans parler de mathématiques. Faire de la physique sans faire de mathématiques. Et puis la deuxième chose, c'est que, comme c'est un outil et une méthode de plus en plus importante, c'est aussi important que la communauté scientifique elle-même, dans l'enseignement et la recherche, puissent avoir accès au modèle état de l'art et à des ressources suffisamment avancées. Il y a beaucoup de travail encore à faire sur ce sujet. Et enfin, le sujet qui directement combine défis et opportunités, c'est celui de l'école. L'IA, aujourd'hui, démultiplie un problème qui existe depuis fort longtemps, mais le rend encore plus saillant, c'est celui du sens de l'école. Beaucoup d'enfants ont dans leur poche un téléphone qui, en quelques secondes, peut répondre à la plupart des choses qui leur sont demandées à l'école. Et donc, de manière un petit peu spontanée, beaucoup d'entre eux se disent « À quoi cela sert-il que j'aille à l'école ?» Eh bien, je pense que cela reflète le fait que, collectivement, nous avons échoué à expliquer aux enfants et à discuter avec le monde enseignant comment expliquer aux enfants quel est le sens de l'école. Peut-être que, par exemple, quand les enfants font des mathématiques et qu'ils apprennent tel ou tel théorème, eh bien, nous avons échoué à leur expliquer que ce qui compte, ce n'est pas le théorème lui-même, ce n'est pas de savoir le théorème, c'est le chemin qui a amené à apprendre à résoudre ce théorème. C'est l'effort et la curiosité qui ont amené à résoudre ce théorème. Peut-être que ce que nous avons échoué à leur expliquer, c'était que l'école n'était pas un lieu qui était là pour sélectionner et pour noter et pour comparer aux autres, mais un lieu dans lequel on peut s'épanouir, dans lequel on peut assouvir un besoin fondamental de l'humain qui est celui de connaître, d'apprendre, et puis aussi apprendre quelque chose qui va être utile toute leur vie, c'est apprendre à apprendre. Et ça nécessite de remettre 2 choses au cœur de l'école, qui ne sont pas spécifiques à l'intelligence artificielle, mais qui seront très utiles dans son rapport, c'est la curiosité et le goût de l'effort.
quelque chose qui est associé à ce défi-là, c'est qu'évidemment, beaucoup d'enfants à qui on n'a pas expliqué ces choses-là, eh bien, utilisent ces outils d'intelligence artificielle pour se décharger cognitivement, pour remplacer les efforts qui auraient été nécessaires à ce qu'ils apprennent, par exemple, un certain nombre de choses, par exemple dans le contexte de leurs devoirs à la maison. Il y a des solutions qui sont potentiellement à trouver. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui ont commencé à prendre les choses à bras-le-corps et à expérimenter. Mais on n'a pas encore une vision très claire. Il faut de l'humilité, il faut du temps. Ce qui est très important de mon point de vue, c'est de redonner de la liberté et du temps d'exploration aux enseignants, de la possibilité de partage, et que collectivement nous soyons humbles. On ne va pas forcément trouver tout de suite la solution. Et la deuxième chose qui me semble extrêmement importante, c'est de développer les capacités d'esprit critique, de curiosité, ce que d'un point de vue scientifique on appelle la métacognition, le goût de l'effort, le goût du dépassement de soi. On peut y travailler. Dans mon équipe, par exemple, on a développé depuis quelques années des interventions pédagogiques qui sont basées sur les sciences de la cognition et qui visent justement à développer ça. Et certaines d'entre elles, en fait, utilisent des outils d'intelligence artificielle, par exemple des outils d'intelligence artificielle générative et conversationnelle, pour entraîner les enfants à poser des questions curieuses. C'est quelque chose qui vient pas comme ça s'entraîne, ça se muscle. C'est ça aussi sur lequel on travaille, par exemple, dans la collaboration avec Pixia, dans lequel il y a des modules qui sont faits pour entraîner les enfants à développer un savoir de conversation critique avec l'IA, mais plus généralement, quand on travaille à la conversation critique avec l'IA, on la travaille dans tous les contextes. Et ça m'amène à une dernière partie rapidement. Il y a aussi des opportunités qui sont assez extraordinaires de l'utilisation de l'IA pour l'éducation et qui, sur la base de principes de sciences de l'éducation et de sciences cognitives, quand ils sont bien compris et utilisés dès le départ, peuvent amener à des outils qui peuvent personnaliser les apprentissages et s'adapter à la diversité des enfants, la diversité des profils, la diversité de leurs histoires. C'est sur ce type de sujet, par exemple, sur lesquels j'ai travaillé avec un certain nombre d'entreprises du domaine des technologies éducatives. Par exemple, on parlait tout à l'heure du logiciel Mia Seconde avec l'entreprise Evidence B. Eh bien, il y a dedans des technologies de personnalisation qui sont basées sur 2 décennies dans mon équipe de travaux sur la curiosité et qui permettent de comprendre que, par exemple, ce qui motive le plus le cerveau humain, et les enfants en particulier, ce sont les activités sur lesquelles il s'aperçoit qu'il progresse le plus. Et donc, ce qui est important, c'est pour chaque enfant identifier progressivement quels sont les exercices sur lesquels il va le plus progresser. Les algorithmes qu'on a développés, qui sont basés sur l'apprentissage par renforcement, qui est l'un des ingrédients d'ailleurs de la révolution de l'IA générative, mais qui existe depuis bien plus longtemps, sont au cœur de ces logiciels. Et ce qui a été très important dans ce processus, encore une fois, c'est le temps. Nous avons mis des années à développer de manière itérative des expérimentations, d'ailleurs d'abord à petite échelle, ça a commencé en Nouvelle-Aquitaine, dans quelques classes, en mettant les enseignants au cœur du processus, et puis en ne se contentant pas de mesurer l'impact sur les performances disciplinaires, mais en mesurant aussi l'impact sur la motivation, sur le rapport à l'école, qui est peut-être le plus important. Et c'est ça aujourd'hui qui amène à ces collaborations qui sont extrêmement riches. Et donc je terminerai sur une recommandation pour stimuler... Ah, je voulais juste dire aussi que plus récemment, il y a une étude d'impact qui a été faite avec Adaptive Math, qui est un autre logiciel que Mia Seconde, mais similaire pour le primaire, et qui montre des résultats extrêmement intéressants, en particulier vis-à-vis des filles. Vous savez qu'il y a, pour les mathématiques, quelque chose qu'on ne comprend pas encore totalement, mais qui est que les filles, à partir de la classe de CP, eh bien, reculent dans leur performance par rapport aux garçons. Il y a un certain nombre d'hypothèses. Peut-être l'une des hypothèses, par exemple, c'est qu'elles ont un rapport avec l'erreur qui est plus complexe, un rapport avec le fait que les autres dans la classe, quand elles font des erreurs, eh bien peut-être un certain nombre d'entre elles vont être plus affectées par cela. En tout cas, ce que nous observons, c'est que quand elles utilisent ces systèmes, il y a un certain nombre d'indicateurs qui font qu'elles en bénéficient, semble-t-il, encore plus que les garçons. Et peut-être que ça reste une hypothèse à vérifier, il faut avoir de l'humilité, mais peut-être que c'est parce qu'on les met dans un environnement dans lequel il y a plus de liberté pour faire des erreurs, il y a plus de liberté pour devenir confortable avec l'erreur et qu'il y a quelque chose de fondamental. Et dernière recommandation, il est absolument nécessaire pour stimuler cet écosystème de lui donner le temps de l'itération, de l'exploration, de l'expérimentation, de le décorréler d'un agenda qui peut être parfois politique, dans lequel, par exemple, on va vouloir soutenir une filière, mais sur des projets relativement courts, par exemple de 2 ans, et parfois même plus courts. En fait, pour apprendre et pour progresser dans ce domaine, il faut penser loin. Voilà, je m'arrêterai ici. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci, monsieur, pour ce développement. Madame la rapporteure, je vous en prie.
Merci beaucoup. Eh bien, par vos propos introductifs, vous avez illustrer l'importance de l'INRIA pour nous permettre de comprendre justement comment l'IA change nos vies. Vous avez fait écho à des défis, à des opportunités, et puis vous avez consacré aussi tout un moment sur l'école qui combine défis et opportunités. Si je reviens sur le défi de l'IA comme technologie de transmission culturelle, vous avez pointé l'utilisation aujourd'hui des agents conversationnels pour répondre, et aux plus jeunes d'entre nous, à des questions aussi bien sur les dernières tendances vestimentaires que pour comprendre des actualités chaudes ou moins chaudes. Quelle est la différence entre l'utilisation d'un moteur de recherche, tel que nous le faisons depuis des années, qui peut nous donner des réponses différentes selon qui l'utilise, et puis les réponses qui vont être suggérées via notre interrogation des agents conversationnels. Est-ce que vous y voyez une différence, et si vous pouvez souligner en quoi cette différence a comme conséquence sur notre cohésion sociale? Merci pour cette question. Probablement vous la posez parce qu'il y a un point commun, qui est celui que quand on fait des recherches sur un moteur de recherche, on peut aussi tomber sur des points de vue biaisés. Mais il y a une différence qui est extrêmement importante, c'est que ce sont des logiciels qui, quand ils conversent, le font avec un ton, une expertise qui va aller taper dans des biais cognitifs humains et qui va rendre le contenu des arguments qu'ils présentent souvent plus convaincant. Par exemple, si on va les interroger et puis en posant les questions d'une manière qui indique qu'on a tendance à penser plutôt telle opinion plutôt qu'une autre, ce sont des logiciels qui vont, pour la plupart d'entre eux, avoir tendance à renforcer cette opinion, à aller trouver des arguments qui vont dans le sens de ce que les utilisateurs disent. C'est ce qu'on appelle la sycophantie. Par ailleurs, c'est renforcé par le traitement de ces logiciels par les médias de manière générale, qui les présentent souvent comme des systèmes super intelligents, qui reprennent le message qui est porté par un certain nombre des grandes entreprises pour elles-mêmes se donner de l'importance et trouver un certain nombre d'investisseurs. Et souvent, le message que la plupart des gens reçoivent, c'est tout simplement, ce sont des systèmes qui sont plus intelligents que les humains, qui nous battent dans plein de domaines, et donc probablement que ce sont eux les plus experts, et donc s'ils me disent ça, pourquoi j'en douterais? Et puis enfin, un certain nombre de ces systèmes, ça va encore plus loin, construisent des liens émotionnels, affectifs avec leurs utilisateurs, ce qui d'abord peut être particulièrement dangereux vis-à-vis des enfants. On a vu des drames récemment, mais qui participent à l'effet de conviction très forte et de court-circuitage des circuits de l'esprit critique, on va dire. Madame Sénéchal, je vous en prie. Je vous remercie. Si je puis me permettre de rajouter un petit aspect sur ce qui vient d'être dit, c'est que aussi ce qui est important dans un moteur de recherche, c'est que vous avez un classement de toute une série de liens vers des sites internet qui portent des informations différentes. Donc en fait, vous conservez une variété de points de vue au travers de tous les sites vers lesquels vous pouvez vous diriger. Tandis que dans une logique d'agent conversationnel, vous avez une forme de synthèse et qui, finalement, ne traduit pas nécessairement la totalité et la variété de l'ensemble des positions que vous retrouverez dans les différents sites Internet qui ont été classés. Merci beaucoup. Alors c'est vraiment un défi et merci de l'avoir souligné. Vous avez parlé en termes d'opportunités sur tout ce que l'IA permet dans le domaine de la recherche d'aller approfondir notre connaissance du vivant, de notre planète, notre galaxie. Comment vous jugeriez-vous aujourd'hui l'utilisation de l'IA dans les domaines scientifiques en France comparé à d'autres pays ? Alors, c'est difficile d'avoir une vision qui synthétise tout, parce qu'en fait, il y a beaucoup de diversité. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que dans la plupart des projets d'IA les plus avancés dans le monde, il y a souvent des Français, que ce soit en France ou à l'étranger, que ce soit dans le monde académique ou dans le monde privé.
c'est probablement relié à une tradition de formation d'excellence dans un certain nombre de domaines, y compris celui des mathématiques et de l'informatique. C'est difficile à expliquer, mais c'est assez vrai. Par ailleurs, dans le domaine de l'aide à la recherche scientifique, il y a certains domaines dans lesquels il y a par exemple des projets qui sont vraiment à la pointe et excellents. L'un d'entre eux, c'est celui de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la recherche en mathématiques. Il y a aujourd'hui des projets émergents en France, à Paris, en particulier à INRIA, par exemple, il y a ce qui s'appelle un défi INRIA, qui est un rassemblement de tout un tas d'équipes qui s'intéressent à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour développer la capacité des systèmes à faire des preuves automatiques ou alors à mettre au point des programmes dont on va être capable de vérifier le bon comportement. Et puis, est à noter que dans ce contexte-là, il y a aussi un certain nombre d'entreprises françaises qui commencent de l'intelligence artificielle, comme Mistral par exemple, dont l'un des premiers pas dans le domaine de l'IA pour les sciences est justement celui de l'IA pour la recherche en mathématiques. Donc ça, c'est un domaine, un exemple dans lequel il y a beaucoup de ressources en France. Néanmoins, du côté académique, il est important de garder en tête que ce sont des recherches qui nécessitent à la fois des talents et qui nécessitent aussi des ressources en calcul. On a la chance d'avoir des ressources en calcul qui sont extrêmement utiles en France, par exemple avec la plateforme Jean Zé. Recruter des talents, dans le monde académique en France, ça reste un vrai défi. Ça reste un vrai défi, par exemple parce que les salaires qu'on peut proposer à ces talents sont incomparables avec ceux qui sont proposés dans les autres pays, y compris dans le monde académique. Merci beaucoup. Pour revenir sur vos propos sur l'école qui combine... Ah pardon, vous y avez une... J'ai pas vu. Sur l'école, donc vous reconsacrez l'idée de curiosité. Je ne peux que être d'accord avec cette volonté. L'idée est plutôt d'amener les gens à apprendre. Je voulais revenir sur les mots que vous avez utilisés, se muscler, éviter de se décharger cognitivement. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur une expérimentation sur laquelle vous avez pu travailler ou accompagner pour qu'on puisse combiner la mise en valeur de la curiosité, mais aussi de la prise d'effort? Quelle est la bonne gratification à donner à l'apprenant? Pardon. On fait effectivement des expériences qui sont assez variées. Un exemple d'expérimentation que nous avons fait récemment concerne effectivement celui de l'entraînement à poser des questions curieuses dans le contexte scolaire, dans la classe. On sait à la fois que l'expression de la curiosité et la liberté d'expression de la curiosité est absolument essentielle pour l'épanouissement et l'apprentissage. Et malheureusement, dans le contexte scolaire, c'est souvent quelque chose qui tout simplement ne se passe pas parce que il y a beaucoup d'obstacles de type variés. Alors d'abord, il y a des obstacles, on va dire, socio-émotionnels. La classe est comprise par les élèves comme un environnement dans lequel il va être pas très bien vu de poser des questions pour lesquelles on ne connaît pas la bonne réponse. Les élèves, par exemple, ont souvent l'a priori que s'ils posent une question pour laquelle en fait, les autres soit vont dire il est un peu bête, il connaît pas la réponse, soit c'est le faillot du prof, etc. Enfin voilà, tout un tas de choses un peu farfelues comme ça, mais qui sont la réalité. Un autre obstacle, c'est que même les professeurs qui ont la plus grande sensibilité sont souvent pris dans le flot des activités quotidiennes avec tout un tas de contraintes et les scénarios pédagogiques qui sont mis en œuvre sont souvent des scénarios dans lesquels c'est l'enseignant qui pose des questions et l'élève qui est mis dans la situation d'y répondre. Il vaut mieux qu'il ait la bonne réponse. L'enseignant aussi a relativement peu l'occasion de se mettre lui-même dans la peau de celui qui va jouer le rôle d'un modèle de curiosité, c'est-à-dire poser des questions qui l'intéressent et montrer qu'il ne connaît pas la réponse et que c'est une bonne chose, que c'est totalement OK de ne pas connaître la réponse et qu'ensemble on va pouvoir y chercher. Ça peut être vécu d'ailleurs parfois comme inconfortable pour un enseignant de montrer qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas. Et alors, surtout, j'aimerais dire quelque chose, c'est pas du tout de la faute des enseignants, c'est plutôt une question écosystémique de la manière dont l'école est organisée, de la culture de l'école de manière générale. Et donc, il y a aussi des obstacles tout simplement cognitifs.
et sémantique. On s'aperçoit par exemple que les élèves, même quand ils s'aperçoivent qu'intuitivement il y a quelque chose qui les intéresse et ils voudraient savoir, ils ne savent pas forcément toujours poser la question, formuler la question d'un point de vue linguistique. Donc toutes ces choses-là se musclent. Et par exemple, récemment, nous avons fait 2 thèses dans lesquelles on met au point des petits scénarios pédagogiques, alors qui sont sous la forme d'une application dans laquelle il y a un agent conversationnel que nous avons mis au point, et sur lesquels on va montrer par exemple des petits textes à des enfants, par exemple sur Pasteur, sur les volcans, et puis on va leur donner des indices progressivement, de manière à les amener à formuler des questions qu'on appelle d'un point de vue scientifique divergentes, curieuses, des questions qui ont rapport avec le texte, mais la réponse n'est pas dans le texte, qui nécessitent idéalement des explications, des développements. Et puis, au fur et à mesure, on va leur donner de moins en moins d'indices, et puis on va les amener à essayer de poser des questions dans un autre contexte. Et puis on va mesurer tout un tas de choses, par exemple, comme à quel point ils se souviennent des choses qu'ils auront lues, à quel point si on leur donne de nouveaux contenus à explorer et qu'on leur donne pas d'obligations, et de quelle manière ils vont spontanément les explorer. Et donc on a eu des résultats qui sont très positifs, qui sont très encourageants. Encore une fois, il faut de l'humilité. Ça reste des expérimentations qui sont à ce stade à une petite échelle. Et puis l'autre chose qu'on peut observer quand on fait ces expérimentations, c'est que l'effet de ces interventions est écosystémique. Il nous est arrivé de d'abord développer une intervention comme celle-ci. Elle fonctionne très bien avec beaucoup d'indicateurs. Et puis ensuite, on a voulu la faire passer à l'échelle, par exemple, faire que ce soit les enseignants eux-mêmes qui la mettent en œuvre dans leur classe, sans qu'on soit là. Et là, on s'aperçoit que l'effet n'est pas le même. Et l'effet n'est pas le même parce que, par exemple, ils vont présenter l'activité ou l'outil ou le logiciel d'une manière qui est un tout petit peu différente de la nôtre. Et ça peut avoir un impact qui est assez important. Et c'est important de l'avoir en tête parce que, en fait, cette expérience dont je vous parle, qui est faite chez nous à petite échelle, il y en a d'autres qui sont faites à beaucoup plus grande échelle pour des logiciels dont on a parlé. Et il est important, quand on fait des expérimentations, de comprendre que quand on a eu un résultat dans lequel on a identifié des limites, mais aussi des forces, très souvent, ce qu'on évalue, ce n'est pas uniquement, par exemple, le logiciel, l'outil, mais la situation et l'écosystème dans lequel il a été déployé. C'est-à-dire qu'un système, par exemple, qui a été déployé avec une population d'enseignants qui a été volontaire et qui montre des résultats positifs, il ne va pas forcément être déployé avec les mêmes résultats. Si par exemple, de manière top-down, de manière un peu... dirigée, on décide du jour au lendemain, en disant à tous les enseignants, vous êtes obligés de l'utiliser, utilisez-le, etc. Et puis on ne les forme pas, et puis on ne les accompagne pas. Là, dans ce cas-là, ils vont tout de suite avoir une perspective, une attitude vis-à-vis de l'outil qui est très différente, et ça va se ressentir de la part des élèves, et le résultat, l'impact va pouvoir être très différent. Donc c'est extrêmement important de garder les enseignants au cœur, de les accompagner, de les motiver, et voire même, je dirais, de leur donner... du pouvoir dans le choix des outils pédagogiques qu'ils vont pouvoir utiliser. Il y a des pays, par exemple, dans lesquels les outils d'intelligence artificielle pour le monde de l'éducation ne sont pas décidés de manière descendante par le ministère et imposés à tout le monde. Ce sont les enseignants qui vont pouvoir proactivement étudier les solutions, les choisir. Et ça a beaucoup d'avantages. Ça a le premier avantage que les enseignants se sentent beaucoup plus en responsabilité et donc se sentent plus motivés. Et puis ça a aussi un avantage de permettre une plus grande diversité des approches et des expérimentations et d'avoir un écosystème un petit peu plus fluide. Si je puis me permettre de rajouter... Alors, si je puis me permettre juste de rajouter aussi un petit élément sur cet aspect qui est un aspect vraiment central, c'est que... l'éducation est saisie par le règlement sur l'intelligence artificielle, non seulement au titre des pratiques interdites d'IA, parce que certaines pratiques vont être interdites lorsqu'elles viennent saisir les émotions des élèves dans un contexte éducatif. Donc il y a une première chose. Ensuite, les systèmes d'intelligence artificielle qui vont être développés dans le cadre de l'éducation sont considérés comme des systèmes d'IA à haut risque, c'est-à-dire au risque pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. Donc il y a tout un écosystème, cette fois-ci, de gestion des risques qui doit être mis en œuvre quand on veut déployer ce genre de système, parce que voilà, il faut mesurer les impacts de manière très précise. Et puis la dernière chose, c'est que sur lequel il va falloir réfléchir aussi, c'est que lorsqu'on est face à des systèmes d'IA qui sont développés
qui intègrent en leur sein ce qu'on appelle des gros modèles d'intelligence artificielle, eh bien, il faut réfléchir sur les risques systémiques qu'ils créent. Donc là, quand vous parliez de décharge au niveau cognitif ou justement peut-être de moindre esprit critique qui serait développé, ben voilà, il va falloir commencer à questionner ces questions de l'impact réel sur l'esprit critique de l'humain, du développement de ces systèmes dans le secteur de l'éducation. Je vais à mon tour ajouter au propos de Juliette Sénéchal. Naturellement, les règlements dont l'Union européenne s'est dotée sont contestés, on l'entend beaucoup. Et on peut entendre les partisans de l'innovation expliquer qu'il y a des freins importants à l'innovation, mais quand même, ces règlements sont issus de délibérations et d'un souci, effectivement, des risques systémiques que peuvent nous faire courir ces systèmes, et pays après pays, et j'espère à l'échelle de l'Union européenne, nous dotons, et je crois que vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, dans votre propos liminaire, justement de regroupement de compétences pour évaluer les risques et surveiller les risques que nous font courir ces systèmes, et puis mettre effectivement vraiment l'état de l'art de la science au service de la mise en œuvre des régulations dont l'Europe, à tout le moins, s'est dotée. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est l'illusion, puisque Juliette Sénéchal a fait référence au grand modèle, c'est l'illusion sur lesquelles repose en particulier l'IA générative, qui est de regrouper toute la connaissance du monde. On entend ça. Ça n'est naturellement pas le cas, puisque ça regroupe ce qui est numérique, ce qui est accessible et préhensible par les machines, voilà. Mais il y a des tas de connaissances qui ne sont pas sous cette version, et donc il y a des risques aussi d'occultation, de disparition de pans entiers de la culture si nous n'y prenons pas garde. Heureusement, à l'échelle européenne comme à l'échelle française, il y a des stratégies nationales qui mettent la recherche sur le numérique et sur l'intelligence artificielle au cœur. Il ne faudrait pas relâcher l'effort parce que on voit bien qu'on est vraiment sur une lisière où on pourrait basculer dans la perte de possibilités et de retour en arrière, ou au contraire dans la capacité à garder la maîtrise de notre destin collectif. Merci beaucoup. Je vais rester sur la culture et interroger non plus seulement là la question de la curiosité, mais la question de la créativité. Aujourd'hui, on a des outils d'IA générative qui nous permettent tous de générer des vidéos, des sons, des musiques, sans avoir eu forcément le temps d'en apprendre ne serait-ce que les bases. Est-ce que, avec l'intelligence artificielle générative, je suis créatif ? Si oui, à quelles conditions? Et quelles sont les opportunités, mais aussi les défis pour les industries culturelles et créatives européennes que porte l'IA générative? Alors, c'est une question importante.
que les laboratoires scientifiques ont commencé à étudier, mais pour lesquels on n'en sait pas encore beaucoup. Dans le sens où il y a un certain nombre d'études qui ont commencé à apparaître, par exemple, où on utilise des tests de créativité de la littérature de psychologie, et puis on compare des élèves ou des adultes qui auraient été entraînés sur une tâche avec l'accès à ces outils, puis une autre population sans l'accès à ces outils, et puis ensuite on leur propose des problèmes du même style, et puis on regarde à quel point les solutions qu'ils trouvent sont créatives. Et quand on fait ce genre d'expérimentation, pour l'instant, effectivement, on s'aperçoit que peut-être que parfois à court terme, les résultats, quand on a utilisé le logiciel d'IA générative, peuvent être intéressants, mais sur le long terme, c'est assez négatif. Mais cependant, c'est un cadre assez contraint. Il faut prendre du recul et s'apercevoir aussi par ailleurs que dans le monde artistique, il y a tout un tas d'artistes qui ont commencé à s'approprier les outils d'IA générative de manière créative et qui produisent des œuvres extrêmement intéressantes. Qui savent prendre du recul, qui savent les critiquer, qui savent et qui explorent eux-mêmes. Et c'est probablement que ce sont eux qui sont à la frontière et à la pointe de cette question sur la créativité. Et puis, dernière petite chose, et puis ensuite je passerai la parole, c'est que si on revient à l'IA pour les sciences tout à l'heure, dans les sciences aussi, il est question de créativité. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que un certain nombre de logiciels d'IA génératifs permettent à des scientifiques de trouver des solutions à des problèmes en physique, en design de matériaux, en chimie, en mathématiques, en informatique, auxquels ils n'avaient pas pensé, qu'ils n'avaient pas trouvé. Et donc ici, on peut dire que le système composé des scientifiques et de ces outils a été capable de produire des solutions nouvelles et pertinentes, et c'est la définition même de la créativité. Bien. Alors c'est une question qui n'est pas aisée. Alors, là, sur cette question en fait, de la créativité, je la joindrai à nouveau à la notion de risque systémique. Parce que finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que l'humain ne risque pas de perdre sa créativité ? Donc, puisque finalement... on pourrait la déléguer à une intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un vrai sujet de la place de l'humain, dans la société dans laquelle il vit, dès lors que finalement, c'est en principe l'humain qui construit avec sa créativité la société dans laquelle il veut vivre. Donc voilà, donc là, il y a vraiment la nécessité de penser de manière très, très interdisciplinaire à la question. Et clairement, ce n'est pas une question juridique, ce n'est pas une question informatique, c'est une question qui est vraiment au confluent des différentes disciplines. Et c'est un petit peu aussi justement la logique de la création d'un poste d'adjoint à la direction scientifique de l'INRIA en charge des sciences humaines et sociales, parce que l'idée, c'est vraiment d'agréger une pluralité de disciplines qui sont capables de penser ensemble à ce genre de questions. Et donc là, on a besoin d'anthropologues, on a besoin de sociologues, on a évidemment besoin des informaticiens et des mathématiciens, on a besoin aussi des juristes pour essayer de comprendre quels sont véritablement les enjeux. Et c'est pour ça que cette logique du concept de risque systémique, c'est-à-dire quel va être l'impact pour la société, finalement permettre à des intelligences artificielles d'être extrêmement performantes finalement pour produire un certain nombre de choses. Donc quel va être l'impact sur la société? Donc ça doit être pensé maintenant de manière commune pour justement que les humains qui font société décident ce qu'ils veulent vouloir pour l'avenir. Voilà. Donc il y a une part politique, mais il y a une part aussi d'un ensemble de disciplines qui sont saisies sur ces sujets-là. Et comme le disait Sandrine Mazoutier, voilà, dans le cas de l'INRIA, il y a également l'INESIA, qui est justement un institut qui est là pour saisir ces questions des risques systémiques, entre autres, voilà, sur lesquels travaille. Peut-être petite précision, INRIA est mandaté par l'État pour coordonner le volet recherche de la stratégie nationale en intelligence artificielle. Donc INRIA, ça n'est jamais que INRIA, c'est toujours INRIA et ses partenaires, des universités, d'autres organismes nationaux de recherche. Voilà. Donc c'est une porte d'entrée sur des communautés scientifiques beaucoup plus vastes.
Une dernière question qui fait écho à un des outils de vérification des faits. Vous avez développé StatCheck. Pardon. Moi, je voulais savoir, puisque dans cette question qui est au cœur de notre mission d'information, on crée, on diffuse plein de connaissances ou parfois pas de connaissances, comment vous avez développé StatCheck et comment ça peut être utilisé dans plusieurs domaines. Donc StatCheck a été développé dans le cadre d'une collaboration entre une équipe de notre centre de Saclay, qui s'appelle CEDAR, avec les équipes avec des équipes de journalistes au départ, et singulièrement de Radio France, mais naturellement c'est un outil à vocation universelle, j'allais dire, avec cette visée qui est de permettre de rassembler très très rapidement, quasi instantanément, et donc en recoupant des sources dont le support technique n'est pas du tout le même. Il y a des tableaux de chiffres, il y a des propos, il peut y avoir des déclarations orales, des sources et des données de nature différentes, la possibilité de vérifier les assertions à un instant T de tel ou tel. Voilà, c'est le projet de départ. C'est scientifiquement très compliqué d'arriver à faire ça, mais c'est une ambition stimulante et qui a au départ été conçue en appui de rédaction de journalistes. Si je puis rajouter un petit élément, donc simplement, effectivement, par rapport à la question que vous évoquiez de la possibilité d'utiliser dans des contextes différents, effectivement, dans le cadre d'un contexte éducatif, le fait de pouvoir vérifier, dès lors que on est face à des élèves ou à des étudiants qui sont face à des IA génératives, le fait de pouvoir vérifier des éléments qui sont présents et sont produits, des réponses qui sont produites, parce que ça peut être utilisé dans des contextes variés, finalement. Mais ce n'est pas initialement l'objectif de la recherche qui avait été faite dans le cadre de l'équipe CEDAR. Après, pour compléter, aucun outil, aucune technologie, quelle qu'elle soit, n'arrivera à contrer une tendance lourde d'assertion absolument fausse et de remise en cause de sources qui sont tout à fait fiables. Les travaux de nos collègues de l'équipe CEDAR et des journalistes de Radio France, ils considèrent comme acquis le fait que des données de l'INSEE ne sont pas contestables. À partir du moment où vous contestez toutes les institutions, plus rien ne devient incontestable. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il me semble important sur ces sujets d'IA et d'IA générative, mais d'IA en général, qu'un corpus de valeurs communes soit défini et défendu à l'échelle du continent. Et c'est ce que nous essayons de servir par nos travaux. C'est en effet un enjeu de souveraineté. Vous avez parfaitement raison. Bien, nous arrivons au terme de nos échanges. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour avoir éclairé nos travaux. Je retiendrai pour ma part, évidemment, le fait que l'IA, en matière d'éducation, peut représenter un danger en matière de curiosité et de sens de l'effort. Elle peut aussi les augmenter. Et ça, je vous remercie beaucoup, Monsieur Audeillet, pour votre contribution à ce point-là qui est capital. Et je retiendrai aussi, puisqu'il faut penser... Enfin, c'est Madame le rapporteur, évidemment, qui rédigera le rapport, mais il faut déjà penser à ce que nous dirons à la Commission et aux recommandations que nous pourrons faire. Je suis, moi, très sensible à l'aspect opératoire de la préparation du corps enseignant à l'usage de l'IA. Et je retiendrai volontiers votre idée d'éviter ce que vous avez appelé le top-down, c'est-à-dire le descendant, le vertical, en matière d'usage, parce qu'en effet,
pour avoir été enseignant comme vous, sans doute, tout ce qui vient du sommet est déjà un petit peu, comment dirais-je, vu avec une certaine distance. Et si en plus c'est fait sans préparation et sans formation, c'est voué à l'échec. Donc moi je retiens cette recommandation comme étant probablement une piste à explorer, et nous en parlerons avec le ministère de l'Éducation nationale que nous auditionnerons prochainement. Merci encore pour votre présence. Merci.